Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. Et ben, vu que je n'arrive pas à vous faire des vidéos de parfum, je ne peux pas les faire de toute façon parce que je ne sens plus rien et que non pas que j'ai perdu l'odorat, mais en fait je suis allergique à tout ce qui est senteur florale ou pas florale ou qui sent très très bon. Donc du coup j'en mets quand même, je mets quand même des parfums sur moi, mais si je fais une revue, ça va fausser parce que je ne saurais pas distinguer les... De temps en temps, l'odorat revient, mais voilà, c'est comme ça. Alors, je porte quand même des parfums pour sortir, je me parfume tout le temps, parce que pour moi, quand on sort, ou même à la maison, quand on se parfume pas, c'est comme s'il manque un truc, vous voyez. Je ne sais pas si si c'est pareil pour vous, mais pour moi, en tout cas, c'est ça. Donc aujourd'hui, le travail est fini. Et moi, j'ai envie de vous sortir, vous savez, les parfums de chez Yves Rocher. Mais comme je ne peux pas faire la revue, je vais juste porter un parfum, non pas l'évidence, pas comme une l'évidence, à la fleur de cerisier. Excusez-moi. Non pas l'évidence, mais un parfum qui s'appelle Plein Soleil. J'en ai un autre, hein. J'en ai le Garden Party aussi, alors j'évite le Garden Party peut-être parce qu'il est trop party, trop garden peut-être. Plein Soleil. Ah, il est beau celui-là. Attendez, je vais regarder, voir. Oh là là, m'excuserez. Hein. Oh là là. Non, le Plein Soleil, il est beau. Il est magnifique le Plein Soleil. Les Garden Party, c'est ça. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien chez vous. Ils ont annoncé pluie, orage, vent, toute la totale pour la semaine enfin les jours qui suivent là. En tout cas en centre Loire et Cher. Parfumons-nous. Hop. Sent bon hein, le plein soleil. Oh, il est magnifique. Plein soleil là, c'est waouh. Waouh. Alors je vais jeter un œil sur Fragrantica. Bougez pas. Plein soleil de Yves Rocher. Tubéreuse, oui. Boisé, fleurs jaunes, fleurs blanches, épicées, chaud, sucré, animal poudré, aromatique hiver. Oh là là, sent bon. Alors, tubéreuse d'Inde, ylang, santal d'Australie et cardamone de Guatemala. Oh, ils sont bons. Ah bon? Il ressemble à Plein Soleil. Soleil blanc de Tom Ford. Ah bon? J'ai pas l'impression, mais bon. Peut-être Soleil blanc de Tom Ford. Peut-être. Faut que j'aille le ressentir, mais bon, pas maintenant. C'est vrai qu'il ressemble un peu aussi à l'interdit eau de parfum de chez Givenchy. Au cacharel, noix de cacharel. Alors ce soir, voilà. Oh là là, ça sent bon en tout cas. Hein, voilà. Mais bon, vous voyez, ça commence déjà. Hein. Alors, je vous ai promis de vous lire quelques histoires du livre, tirées du livre de Les 100 contes et les gens du Vietnam. Il me dit un mouchoir comme marque-page ou un ticket de course comme marque-page. J'en ai plein de marque-pages. Ils sont passés où? Enfin bref, voilà. Le secret de l'arbalète, tiré des 100 contes et légendes du Vietnam, que Sylvie m'a offert il y a quelque temps. Je vais vous les lire. En fait, l'histoire de l'arbalète, tout le monde doit connaître, enfin tous les Vietnamiens en tout cas, Vietnamiens, les jeunes qui me suivez sur cette chaîne,
le secret de l'arbalète, c'est le commencement de la domination de l'empire, on appelle l'empire du Nord. C'est l'empire de la Chine impériale. C'est le début de l'invasion et le début de la perte du royaume du Grand Viet. Vous savez que le Vietnam, enfin, à l'époque, s'appelait Aola. Le Vietnam a été, le Vietnam actuel, au début, ça a été fondé, le Vietnam a été fondé par un couple d'immortels. Elle vient, c'est la fée des montagnes, et lui, de la dynastie des rois dragons, des mers du Sud. Donc des génies et des immortels. De leur union, 100 œufs ont éclos. Bon, c'est une légende évidemment. J'imagine que c'est une très grande famille. Il y a 100 enfants dedans, filles, garçons. Et par la suite, ceux qui ont suivi leur mère ont formé les tribus du nord du Vietnam. Actuellement, c'est des tribus, les premiers peuples, le premier peuple du Vietnam se situe dans le nord encore. Et ceux qui veulent développer plus vers le sud suivent leur père vers la mer. C'est pour ça que quand vous allez au Vietnam, vous avez du nord au sud, la population, que ce soit dans les montagnes ou que ce soit dans les mers, c'est le même Vietnam. Voilà. Parce que des fois, on distingue, oui, et toi, t'es du nord, toi, t'es du milieu, toi, t'es du sud. Non, c'est le même. C'est le même royaume. Donc, le secret de l'arbalète prend naissance vers l'an 260 avant Jésus-Christ. Quand la dynastie des rois Hong Vương, c'est les 18 dynasties des Hong qui ont régné sur le Vietnam, qui ont instauré une paix, mais très enviable. Et de toute façon, c'est le cycle, je veux dire, le cycle d'un pays ou d'une nation, c'est comme la lune, comme les marées, ça va et ça vient, ça gagne et ça perd. Là, en l'occurrence, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Là, en l'occurrence, le nord louche de nouveau vers le sud. Le royaume du nord a voulu longtemps envahir le sud, mais comme sous le règne des rois Hong, le Vietnam, enfin le Viet, s'est développé de manière défensive, c'est-à-dire qu'il développe à l'intérieur de ses rangs, de ses armées, l'art de combat et la fabrication des armes hyper sophistiquées pour contrer justement les invasions, que ce soit du nord ou du sud, parce que le sud aussi a des envahisseurs, notamment les pirates qui viennent du golfe de Siam, et le nord via les différents royaumes du nord, que ce soit Corée ou chinois. Donc nous allons parler de l'histoire de l'arbalète. L'arbalète, c'est un arc, c'est une arme magique qui a su tenir à distance l'ennemi pendant très longtemps. L'histoire commence à la fin de la dynastie des rois Hong. 18 dynasties se sont succédées pour régner sur la terre de Aola. Le Vietnam s'appelait Aola à l'époque des rois Hong. Alors, nous entrons dans l'histoire de secret de l'arbalète. Lorsque prit fin la dynastie des rois Hong sur les terres au pays Aola, régnait An Dung, le roi An. Soucieux de consolider les bases de son royaume, il transféra la capitale à Phong Khê dans la préfecture actuelle de Dam An, province de Phuc Yên au nord de Hanoï. Il décréta: il faut à présent une véritable citadelle qui sera garante de la solidité de nos frontières. Tous les hommes valides furent mobilisés pour bâtir la citadelle au centre de la capitale,
Mais pour des raisons inexplicables, dès que la hauteur de l'édifice dépassait tête d'homme, en une nuit, il s'écroulait. Les équipes de maçons se succédaient en vain pour recommencer l'ouvrage. Le roi Hangdiung fit dresser un autel en plein ciel pour implorer les génies locaux. Il faut savoir que le peuple Viet vivait en harmonie avec les forces de la nature et chaque brin d'herbe, chaque rocher, chaque caillou comportait une âme. C'est comme le Japon actuel. Quand vous allez quelque part, quand vous vous égarez dans les forêts japonaises, à l'entrée de chaque forêt ou à l'orée d'un bois, par exemple, vous voyez un hôtel érigé en l'honneur des génies des lieux. Il suffit de regarder les dessins animés de Miyazaki pour voir transparaître l'âme, les esprits d'un lieu. Vous voyez, la culture du Vietnam n'est pas différente de la culture du pays du soleil levant. Chaque brin d'herbe, chaque cours d'eau a son propre esprit. Donc là, pour attirer peut-être de l'aide du ciel, il faut dresser un autel en plein ciel pour implorer les génies locaux. Après 3 mois d'offrandes et de prières, un vénérable vieillard venu de l'ouest se présenta aux portes du palais et annonça qu'un émissaire de Thanh Giang, il n'y a même pas l'accent, c'est un émissaire, viendrait enseigner comment construire une solide citadelle. Le lendemain, une tortue d'or apparut sur la mer orientale. Elle se tenait à la verticale et parlait le langage des humains. La tortue d'or dit au roi: « La citadelle s'écroule car les esprits malfaisants sapent ses fondations. Mais parce que votre cœur est vertueux, je vous aiderai. » Lorsque les démons furent éliminés par des pratiques d'exorcisme, la tortue d'or conseilla de donner à la citadelle la forme d'une spirale. Achevée en une quinzaine de jours, la citadelle reçut le nom de Ko Loa, ou Loa Than, qui signifie la cité de l'escargot, la cité en forme d'escargot. Au bout de 3 années, vint le temps des adieux. La tortue d'or offrit au roi une de ses griffes pour en faire la gâchette d'une arbalète qui permettrait de décrocher en une fois des milliers de flèches. Elle lui assura que l'ennemi qui oserait attaquer la citadelle serait anéanti. Le roi confia à un général du nom de Cao Lo la tâche de réaliser cette arbalète. Il faut savoir que Cao Lo, à l'époque, c'est un très grand général qui maîtrisait l'art de combat. Et le Vir Vodao, c'était lui qui avait développé cet art au plus haut point. Le Vir Vodao, c'est-à-dire le Kung Fu du Viet, surpassait de beaucoup le Kung Fu chinois de l'époque. C'est pour ça qu'un tout petit royaume comme le Vietnam, comparé à l'immensité de la Chine impérialiste, comment est-ce qu'un tout petit royaume a su tenir tête aux envahisseurs du Nord qui sont, on va dire, 10 000 fois supérieurs en nombre. C'est grâce à l'art de combat, le Kung Fu vietnamien. Le Vir Vodao actuel est enseigné encore dans les écoles de Kung Fu Viet, mais il a perdu énormément de sa force et de sa puissance. Mais il reste quand même praticable. Alors, lorsque les démons furent éliminés, donc la citadelle reçut le nom de Ko Loa, a été construite. Au bout de 3 années vint le temps des adieux. Alors que la tortue offrit au roi une de ses griffes pour en faire la gâchette, et le roi confia au général au nom de Cao Lo la tâche de réaliser cette arbalète. Cao Lo aussi a été, comme le Vietnam était petit, resté quand même vassal d'un autre royaume, un très grand royaume qui s'appelle le royaume de la Chine, impérialiste. Cao Lo a dû faire, on va dire, son service militaire obligatoire au royaume du Grand Nord. Et là-bas, il a formé aussi toute une équipe, toute une armée
pour l'empereur Qin. Vous savez, le grand empereur qui a rassemblé les 108 pays en un seul pays, qui a donné à la naissance de l'empire chinois actuel. Et Cao Lao était là-bas et il enseignait dans les armées de l'empereur Qin, ou l'empereur Xin si vous voulez. Donc Cao Lao, c'est un général qui est chargé de réaliser l'arbalète. Avant de replonger dans la mer orientale, la Tortue d'Or fit au roi cette dernière recommandation. La prospérité ou la décadence des empires dépend de la volonté divine, mais aussi de l'action humaine. Si vous continuez de conformer vos actes à la vertu, vous n'auriez rien à redouter. Cependant, si jamais vous deviez vous trouver en péril, vous n'aurez qu'à m'appeler 3 fois Suya Tanya. Pourquoi il n'y a pas d'accent? Suya Tanya. Je vais chercher un... que ça me gêne le truc là. Suya. Ah, oui. C'est bien ça. Parce que je me doutais. Je ne savais pas que ça se prononçait comme ça. Suya Tanya. Alors, c'est la tortue magique. Okay. Suya Tanya, l'émissaire Tanya. Et je viendrai à votre secours, donc vous m'appelez 3 fois. En ce temps-là, le premier empereur, Shi Huangdi, Tang Huang, Shi Huangdi. Vous savez, celui qui a unifié la Chine antique. Donc en ce temps-là, le premier empereur, Huangdi, cherchait à unifier la Chine. Les peuples des marches frontières se dressaient contre son régime tyrannique. Oui, parce que cet empereur-là brûlait des livres et il brûlait les élèves avec, parce qu'il ne voulait pas un peuple éclairé. Il voulait un peuple soumis. Cheoda, le belliqueux gouverneur de la province de Namhai, estima l'occasion venue d'étendre son fief prospère et peuplé au détriment du royaume voisin de Aolar. Bien sûr, parce qu'il ne peut pas combattre le... C'est un général, c'est un gouverneur d'une province, Namhai. Il ne pouvait pas combattre vers le nord parce que c'est trop puissant, donc il battra le sud. Et donc il a choisi le Viet, l'ancienne Viet, Aolar, comme cible. Mal lui en prit car chaque incursion de ses troupes se soldait par d'humiliantes défaites, bien que celle de roi Angyun soit inférieure en nombre. C'est normal. On a des armes très sophistiquées à l'époque déjà. Et on a le Kung-Fu Viet, le Viet Vodao qui surpassait en nombre, tenu par le général Cao Lao. Alors Cheoda, fulminé de rage, ne pouvant vaincre par la force, il recourut à la ruse. Il proposa de sceller la paix entre les deux royaumes et envoya comme ambassadeur son jeune fils, le prince Zhang. Il savait que le roi Angyun avait une fille très belle, elle s'appelle Mi Kiao, en âge de se marier. Zhang était beau, instruit, intelligent, et il n'eut aucun mal à convaincre le roi et séduire la princesse. La paix fut signée, et dans la foulée, le roi Angyun accorda à Zhang la main de Mi Kiao, sa fille préférée. Le mariage fut célébré en grande pompe, et selon la tradition, le gendre resta dans la famille de son épouse. Oui, la tradition viet, le gendre reste dans la famille de son épouse. Le jeune couple partagea des moments de pure félicité, car Mi Kiao était très éprise de son époux. Zhang ne l'en était pas moins, mais en bon fils, il ne devait pas oublier la promesse faite à son père de profiter de sa situation pour percer le secret d'invincibilité du roi Angyun. Honteux de tromper la confiance de son épouse, il interrogeait sur un ton innocent. Comment les soldats du petit royaume Aolar ont-ils réussi à vaincre ses ennemis? La princesse Mi Kiao se contentait de sourire. Puis, à la longue, elle se dit qu'elle n'avait plus de raison de cacher la vérité puisque les deux royaumes vivaient en paix. Et qu'elle se sentait assurée du profond amour de son mari, elle dévoila à Zhang le secret de l'arbalète, capable de décocher en une seule
fois des milliers de flèches. Elle lui révéla l'histoire de la construction de la citadelle, l'apparition de la tortue d'or et l'usage de sa griffe. Heureuse de lui prouver sa confiance, elle l'emmena au petit templion proche du palais où était cachée l'arbalète. Dès qu'il en eut l'occasion, Chantry subtilisa la griffe de l'arbalète et la remplaça par une autre, évidemment. Puis il prétexta d'éprouver la nostalgie de ses parents et demanda la permission de s'absenter pour leur rendre visite et se prosterner sur la tombe de ses ancêtres. Loin de tout soupçon, le roi Angyong n'y fit aucune objection, tandis que Meikiao s'attristait à la pensée de cette première séparation. Chantry, déchiré au fond de lui-même, se voulut rassurant. Les liens qui nous unissent comptent plus que tout pour moi, mais je ne puis négliger mes devoirs filiaux. Si en mon absence survenait un événement qui vous force à quitter le palais, je veux être certain de ne pas vous perdre, malgré la distance qui sépare nos deux royaumes, l'un au nord, l'autre au sud. Nous devons avoir un plan pour nous retrouver si je devais partir à votre recherche. Vous avez raison d'être prévoyant, lui dit Meikiao. Je porterai ma parure de soie rebrodée de plumes d'oie qui chatoient au soleil. Si je devais m'enfuir, j'arracherais les plumes et je les jetterais sur mon chemin. Vous n'auriez qu'à suivre leurs traces. Et petit poussé. La griffe substituée était entre les mains de Chiura. Il en équipa une arbalète et lança sans tarder une offensive contre le royaume d'Angyong. En apprenant la reprise des hostilités, le roi Angyong éclata d'un rire tonitruant, se réjouissait à l'avance de tailler l'ennemi en pièces. Hélas, son arbalète avait perdu tous ses pouvoirs tandis que les assaillants décochaient des milliers de flèches meurtrières depuis les remparts du palais encerclé. Mis en péril, le roi quitta le palais à la faveur de la nuit tombée. Il enfourcha son meilleur cheval, emportant sa fille bien-aimée, la princesse Meikiao, en croupe dans son dos et fila à vive allure en direction du sud. Alors que l'on venait juste de constater la fuite du roi, le prince Chantry avait déjà repéré les plumes d'oie lancées par son épouse et galopé nuit et jour en suivant leurs traces. Mais plus il se rapprochait, plus le roi forçait l'allure tout au long du bord de mer. Le cheval fourbu par la distance parcourue s'arrêta un matin d'aube au pied de la montagne Moya, surplombant le village de Khaosa. Le roi Angyong et la princesse, arrivés à la frontière méridionale, ne pouvaient pas aller plus loin. C'est alors que le roi se souvint des recommandations de la tortue d'or. Il tendit son visage vers le ciel et par 3 fois l'invoqua. La tortue d'or jaillit de la mer et lança d'une voix caverneuse. Ô roi, la personne derrière votre majesté est précisément l'ennemi. Il vous faut la tuer pour que je vous sauve. Le roi se retourna et ne vit personne d'autre que sa fille Meikiao. En un éclair, il transperça la princesse d'un coup d'épée. Avant d'expirer, elle murmura « Si la fille que je suis a trahi son père, je veux bien devenir poussière. Mais si l'on m'a trahi, je demande à être transformée en perles précieuses afin que soit lavé mon honneur. » La tortue d'or fendait les flots et s'enfonçait sous les vagues de l'océan. Chantry arriva à Khaosa, guidé par les dernières plumes d'oie semées à son intention par Meikiao. La princesse gisait sans vie sur le sable, au bord de la mer. Chantry ramena sa dépouille à Kolwa et l'enterra au sein de la citadelle. Le tombeau de Meikiao, façonné de pierre, avait la forme d'un puits. Hanté par le souvenir de son épouse, envahi par un remords insoutenable, Chantry mit fin à ses jours. Donc le mari aussi met fin à ses jours, en se jetant dans le puits. La princesse Meikiao fut jugée innocente par l'empereur céleste. On dit que son sang répandu dans la mer s'est transformé en perles précieuses. Si ces perles sont lavées avec l'eau du puits, dans lequel Chantry a perdu la vie, leur éclat se ravive et elles brillent même dans l'obscurité. Oui.
Donc, en l'an 258 avant Jésus-Christ, le Vietnam est perdu dans les mains d'un royaume. Oui. Et c'est à partir de là que le Vietnam perd pendant 1000 ans, sombre pendant un peu plus de 1000 ans d'ailleurs, dans ce qu'on appelle l'invasion dans le... Oui, c'est ça, hein. Un peu plus de 1000 ans. Il a fallu attendre l'an 958 quelque chose pour que sur la bataille de Bat Dang, le grand fleuve Bat Dang, un très grand général met fin de manière définitive toute invasion des Chinois sur la terre du Vietnam. Mais ça, ce sera une autre histoire. Dans la tradition, si Mei Kiao a été jugée innocente par un quelconque empereur céleste, les Vietnamiens, à l'époque, la considèrent comme une traîtresse. Pourquoi? Parce que, en fait, par amour pour son mari, elle a vendu carrément son royaume. Voilà, c'est le royaume de son père. C'est pour ça que plus tard, quand on traite une femme de Mei Kiao, ça veut dire vraiment c'est une traîtresse. Ça, c'est dans le cœur des Vietnamiens. On ne peut pas effacer. C'est pour ça que cette légende-là est restée de manière définitive dans la tradition viet, justement pour rappeler à toutes les femmes du Vietnam qu'il vaut mieux porter un autre prénom que le prénom de Mei Kiao. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir suivi. Donc, je vous ai raconté la première histoire de l'invasion de la Chine sur le royaume du Grand Viet. Par la suite, plusieurs tentatives de rébellion ont été étouffées dans la plus grande cruauté, noyées dans le sang. Et la prochaine fois, je vous raconterai l'histoire des deux. Attendez, je regarde qu'est-ce qu'il veut. L'histoire des deux sœurs Trung, les premières femmes qui ont osé se soulever contre l'Empire du Nord. Voilà. Vous m'excuserez, je suis un peu fatiguée ce soir, mais je voulais vous raconter cette histoire-là pour justement commencer quelque part, parce que du jour au lendemain, on ne peut pas envahir un royaume comme ça, sauf s'il y a trahison de l'intérieur. Et vous verrez que tout le long de l'histoire du Vietnam, il y a eu énormément de trahison, notamment lors de la rébellion des deux sœurs Trung. Dans l'histoire, que ce soit du nord ou du sud, ils disent que le sœurs Trung perdaient parce que c'était des femmes, parce qu'elles n'avaient pas assez d'armée. Mais la vraie histoire, c'est que à l'intérieur des rangs, il y a eu trahison. Oui. Donc, l'histoire des deux sœurs Trung, les deux premières reines du Vietnam, qui ont régné sur le Vietnam pendant 3 ans quand même, je vous la raconterai pour la prochaine fois. Oui, la prochaine fois. Et vous verrez qu'on va entrer petit à petit dans l'histoire du Vietnam. La création, vous la connaissez. Le maintien de la paix, vous la connaissez à travers les 18 rois Hồng Vương. Et première perte du royaume, c'est à la fin du roi, le dernier roi Hồng, avec la traîtresse Mei Kiao. D'autres traîtresses et d'autres traites vont suivre. C'est pour ça que le Vietnam, l'histoire du Vietnam est hyper intéressante, parce que même à l'intérieur, il y a des dissidents. Voilà. En vous remerciant de m'avoir écouté et si vous portez plein soleil, Yves Rocher, vous me dites.
Si vous avez aimé l'histoire, vous me dites. Prochaine fois, promis, la révolte des deux sœurs Trung. Voilà, les deux premières Jeanne d'Arc du Vietnam. Merci beaucoup, bonne soirée, bisous.